bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Je suis donc un nouveau venu dans la communauté ASMR et ceci est ma première vidéo. Je me jette, je saute le pas. C'est donc un peu expérimental. Il va certainement y avoir quelques petits ratés ou des choses qui ne seront pas forcément au point. Je vous demanderai d'être indulgent car c'est une première pour moi. J'ai voulu moi aussi participer à ce mouvement ASMR qui m'a, depuis que je l'ai découvert, apporté beaucoup de relaxation, de détente et m'a permis de gérer un peu plus les stress de la vie quotidienne. J'ai donc décidé moi aussi de tenter d'entrer dans cette communauté de manière un peu plus active en essayant de faire donc une première vidéo. Si cette vidéo fonctionne, selon les retours que j'en aurai, si elle provoque de la détente et des ASMR parmi vous, je pourrai continuer, tenter d'avancer un peu plus dans ce domaine. C'est donc vraiment un premier coup pour voir, comme on dit. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que j'ai cherché, enfin j'ai tenté de le faire un petit peu original, quelque chose que je n'avais pas encore vu. Et je me suis dit que pour se détendre, quoi de mieux que les souvenirs d'enfance. Je vais donc vous emmener dans mon enfance avec cette petite présentation et je pense que ça va rappeler des souvenirs à un grand nombre d'entre vous. Puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler donc d'une série de dessins animés japonais qui a engendré des jouets. Je veux parler des Chevaliers du Zodiaque. Alors pourquoi les Chevaliers du Zodiaque? Parce que c'est une série mythique pour les trentenaires dont je fais partie. Et une série qui a beaucoup marqué, qui encore aujourd'hui a de nombreux adeptes, même parmi les plus jeunes, puisque des séries continuent d'être créées et diffusées sur le câble suite aux aventures des Chevaliers du Zodiaque. Alors je vais donc, pour démarrer, vous montrer un premier document qui était un fascicule qui était dans un coffret pour 2 posters géants, comme vous voyez ici, 60 par 80, ce qui pour des enfants de 10 ans à peu près, notre âge à l'époque, était vraiment géant. Malheureusement, moi j'ai perdu ces posters, je ne sais pas dans les déménagements ce qu'ils sont devenus. Puis bon, c'est pas très grave, c'est destiné à être donné. Donc c'était vendu 15 francs, l'équivalent aujourd'hui de 2,50 €. Et donc en plus de ces 2 posters, il y avait un espèce de petit fascicule, comme vous pouvez le voir, qui résumait un peu les débuts de la série, qui commençait par un tournoi au Japon. Les Chevaliers du Zodiaque était une série très inspirée de la mythologie grecque et des signes du zodiaque, mais ça se passait au Japon. C'était des Japonais qui portaient des armures qu'ils allaient chercher en Grèce et un peu partout dans le monde. Donc c'était déjà une série qui faisait voyager entre guillemets. Alors le héros que vous pouvez voir ici s'appelait Seyar, qui était orphelin. Ils étaient tous orphelins d'ailleurs. Et ils avaient été élevés ensemble jusqu'à un certain âge dans un orphelinat au Japon et ensuite envoyés aux 4 coins du monde pour subir, c'est vraiment le mot, un entraînement destiné à quand ils seraient plus grands, vers l'âge de 16-17 ans, c'est à peu près l'âge des personnages, à obtenir une armure qui était destinée à les aider à défendre la déesse Athéna, déesse de la guerre, qui était réincarnée elle aussi dans une japonaise. Les Grecs étaient un peu braqués dans cette histoire-là, sur leur mythologie. D'ailleurs, ils en parlaient, dedans il y avait des chevaliers grecs qui ne comprenaient pas que des chevaliers japonais soient mêlés à tout ceci. Donc ça démarrait par un tournoi pour gagner une armure d'or. Et donc ils devaient se battre entre eux. Et arrivait
les autres, qui était le Phénix, on en reparlera tout à l'heure, qui venait voler cette armure. Et pour cette première partie de la série, il partait à la recherche de cette armure. Donc voilà, vous voyez, c'était assez basique au niveau des dessins. Ça se voit pas forcément sur ces dessins-là, comme celui-ci, où le héros est assez viril, mais c'était des personnages qui étaient très androgynes pour certains. On y reviendra un peu plus tard, tout à l'heure. Et le scénariste ou les scénaristes dans cette première partie avaient eu l'idée d'avoir les doubles de ces chevaliers qui avaient des armures noires qui représentaient leur côté obscur. Ils avaient poussé le jeu jusqu'à ce qu'ils aient les mêmes traits que les personnages originaux. Niveau crédibilité, c'était pas exceptionnel, mais bon, on avait 10 ans et ça fonctionnait très 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 bien. Il faut toujours regarder ces choses-là sur le prisme de l'enfance, de cette enfance-là. Là c'est la fameuse armure d'or qu'il devait gagner, qui était l'armure d'or du signe du Sagittaire. On découvrira un peu plus tard dans la série qu'il n'y en avait pas qu'une, mais il y en avait 12. Donc voilà, vous avez ici donc quelques vignettes. Et alors là, vous voyez, on parlait tout à l'heure du côté très androgyne des personnages. Alors, ça ne se voit pas tout de suite, mais c'est un personnage là, c'est un homme, le chevalier du poisson, qui donc est quand même une coupe de cheveux relativement féminine, mais enfin ça c'est pas tellement un problème. La chose la plus étonnante étant qu'il se battait avec des roses et qu'il avait toujours une rose rouge dans la bouche, et qu'un de ses pouvoirs était de balancer un coup qui faisait comme des pétales de rose. Chaque enfant s'identifiant bien évidemment à son chevalier d'or de par son signe du zodiaque. Les enfants qui étaient poissons et qui ont découvert le chevalier poisson très tard dans la série, parce que c'était le 12e, donc il est arrivé vraiment tard, ont eu une drôle de surprise et quelques vannes dans les cours de récréation. Vous voyez en dessous le chevalier du taureau, qui était quand même un peu plus viril pour ces petits garçons. C'était assez drôle, ce côté androgyne. Mais la série était un tel succès que ça n'a pas posé de problème. Et donc derrière, vous retrouvez une publicité pour le Dorothée Magazine, donc qui reprenait en vignette tirée des dessins animés grosse partie des séries qui passaient sur TF1 dans le Club Dorothée. Donc on avait Dragon Ball, on avait les Chevaliers du Zodiaque bien sûr, on avait qu'est-ce qu'on avait d'autre, on avait Juliette Je t'aime, on avait tout ça. Dorothée Magazine qui avait un énorme succès à l'époque. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler et qu'un bon nombre aussi l'a acheté, même si certains hésiteraient à l'avouer aujourd'hui. Mais c'était ça, c'était l'enfance dessin animé. Moi je suis de la période avant les sitcoms d'AB et d'Hélène et les garçons. Il y a quelques instants vous avez entendu passer une voiture, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. C'est dans le calme de la nuit, je fais cette vidéo de nuit pour avoir le moindre bruit possible, mais quelques voitures peuvent passer dans la rue à quelques moments. Personnellement, pour mes ASMR, quand une voiture passe au loin, feutrée par le bruit de la nuit, ça me procure un peu de détente si elle passe pas à toute allure, ce qui peut arriver aussi parce qu'hélas, j'habite dans une rue où des conducteurs inconscients se permettent de rouler à des vitesses excessives et quelque peu dangereuses pour une rue résidentielle. Enfin, ça c'est un autre sujet. Donc fin de la parenthèse sur les bruits ambiants possibles. Alors, les Chevaliers Zodiac ont eu aussi leurs albums à vignettes à coller autocollantes. Alors c'était pas chez Panini. Ils étaient tellement sur une telle vague de profit, c'est un des rares qui n'est pas sorti chez Panini,
les albums en vignette. C'est un cas assez rare pour tous ceux qui ont connu la génération des vignettes Panini des années 80, fin des années 70, avec les clubs de foot, les dessins animés, les championnats. J'ai souvenir d'un album qui s'appelait Mexico 86 sur la Coupe du Monde du Mexique. Donc là, c'est le même principe, hein, des chevaliers du Zodiaque et des mini vignettes Panini. Donc on les achetait par paquet de 5. Et l'idée était de réussir à finir tout l'album. Je pense qu'on est très très nombreux à avoir fait ça. Donc là, je m'étais amusé à colorier ici le logo qui était en noir et blanc. Comme je coloriais pas très très bien, j'avais pas été au bout du coloriage des personnages parce que ça aurait été un véritable carnage. Donc ça reprend l'histoire, hein, en vignette. Vous connaissez certainement tous le principe. Donc là, on a un bruit de papier assez sympathique, puisque comme il est alourdi par les vignettes, on a un effet de petite résonance. Alors ce qui est rigolo quand on regarde, c'est les dessinateurs qui ont fait les dessins d'illustration des pages de l'album, parce que comme vous pouvez le voir ici, voilà donc le héros, et il n'a pas du tout les mêmes traits qu'ici. Donc ça a été fait en France, un petit détail, mais qui est assez rigolo. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est pour le souvenir. Donc vous voyez, l'album est fini. Je crois de mémoire, parce que je le rouvre avec vous. Je crois que celui-là, j'avais réussi à le finir. Il ne doit pas en manquer une seule. Et si au fil des pages il en manque une, je vais avoir l'air très malin. Donc voilà la fameuse princesse Athéna, une jeune fille aux cheveux violets. C'est très intéressant les délires japonais. Ceci étant, on a tous appris l'ordre des 12 signes du zodiaque grâce à cette série. C'était quelque chose de les savoir. Donc ça, c'est la tour de l'orphelinat catholique dans lequel ils ont grandi. Voici donc les vignettes. Alors le problème avec ces albums, vous savez, tu connais ça, c'est que quand vous en colliez une de travers, et ben c'était toutes les 4 qui étaient collées de travers par la suite. Là pareil, on a un dessin très très grossier. Je redécouvre ça avec beaucoup d'amusement. Il est absolument hideux de ce personnage qui était le chevalier Andromède. On y reviendra un peu plus tard sur lui. Personnellement, j'aime beaucoup les bruits de pages tournés doucement. Ça me déclenche un ASMR assez souvent dans les vidéos que j'ai pu voir sur internet. Olfactivement, j'aime beaucoup aussi l'odeur d'une revue en papier glacé qui sort de
absolument hideux. C'est assez horrible, les visages sont ratés de manière assez remarquable, je dois dire. Là. Alors oui, forcément, ça pouvait être un petit peu sanglant aussi. Hein. Mais il y avait beaucoup de filles qui aimaient bien, enfin, du moins dans mon école, dans mon entourage. Ils avaient quand même un côté beau gosse aussi. Donc voilà, la promesse est quasiment tenue. Et qu'elle tenue même, puisque comme vous le voyez, tout l'album était fait. Ça n'a aucune espèce d'importance. Encore une publicité pour le Dorothée Magazine. Et là, vous voyez, donc, ici, j'avais tenté un coloriage, et comme vous le voyez, je n'étais pas du tout doué pour respecter les contours. C'était pas ma grande force quand j'étais enfant. Ici, ceci étant, c'est fait exprès, là, c'est pas un grapouillis, c'était le pouvoir des chevaliers qui irradiait que j'ai voulu vous montrer. Et donc là, la publicité qui a dû faire rêver pas mal d'enfants de ma génération dans les journaux qui paraissaient à l'époque pour enfants. Donc, ces chevaliers aux armures, on y reviendra un peu plus tard. Donc il y a eu un deuxième album qui a été fait puisque les chevaliers avaient changé d'armure et l'histoire continuait. Alors là, vous remarquerez quand même une évolution assez pertinente de ma capacité à colorier. Ça déborde encore, mais ça va de mieux en mieux sur le chevalier du poisson. Et donc, avec celui-ci, il y avait un poster avec des images dorées, ce qu'on appelait des brillantes, avec les armures posées sur leur socle, qui s'ouvraient en quatre, avec des dessins remarquablement réussis. Avec l'album aussi précédent, il y avait les brillantes, entre guillemets, avec les chevaliers en armure. Ce poster est perdu ou égaré, je ne saurais pas dire ce qu'il est devenu. Donc voilà, on voit que le niveau des dessinateurs est allé de mal en pire. Et ce papier aussi a un bruit qui personnellement me plaît beaucoup, vraiment. On va passer un peu plus vite là-dessus. C'est pas d'un intérêt formidable, si ce n'est pour un best-of des mauvais dessins avec des bras. Quoique je crois que là c'est vraiment les mains qui sont le pire en fait. Si c'était des dessinateurs français, il n'y avait pas photo entre les japonais et les français. Bon, je dis ça mais j'en ai aucune idée. Alors un des grands sports quand même de la princesse Athéna, c'était de se faire capturer par le premier méchant venu. Les chevaliers des zodiaques passant leur temps, les jeunes orphelins qui étaient les chevaliers de bronze, passant leur temps à courir derrière toutes sortes de méchants pour aller la sauver. Pour les fans de séries télé, je dirais que c'était l'ancêtre de Kim Bauer, de la fille de Jack Bauer, le héros de la série 24 heures. Dès qu'il y avait un souci, elle se faisait embarquer. On nous disait que c'était une déesse, mais elle levait pas beaucoup le petit doigt en fait. Là, je crois qu'on a vraiment un dessin absolument extraordinaire. Donc vous voyez des combats et encore des combats. Alors les épisodes à l'époque étaient diffusés, des épisodes de 30 minutes,
sans précédent et sur des grandes chaînes hertziennes, ça n'a pas été reconduit. Je ne sais pas si c'est un mal ou un bien. En tout cas, l'expérience n'a été qu'avec elle et sur notre génération. Donc on avance, on avance, on avance. Remarquerez qu'il y a eu un réel progrès de mon côté aussi en ce qui concerne le collage des vignettes. Je vais pour les dernières pages les placer plus doucement afin d'essayer de vous déclencher de l'ASMR en plus du chuchotement. Et voilà, un deuxième album terminé, une grande fierté à vrai dire. Je pense que j'ai dû, comment dire, j'ai dû commenter quelques vignettes quand même. Et voilà, une nouvelle publicité pour les figurines. Donc ce qui va nous amener à la deuxième partie de cette vidéo, puisque j'ai décidé de vous présenter quelques-unes des figurines que je conserve encore. Donc la sortie des boîtes et le montage devraient faire des sons qui, je l'espère, pourront vous inspirer quelques ASMR. Les figurines étaient en plastique avec des pièces en plastique et surtout des pièces métalliques. Je préviens par contre quelques personnes, l'intérieur des boîtes est en polystyrène. Il y a quelques gens dont le son du polystyrène peut rendre très très mal à l'aise. Donc faites attention pour vous à chaque sortie de boîte. Donc voilà, c'était les boîtes qui nous faisaient rêver étant enfants de la marque Bandai. Chaque dessin animé de cette époque étant à peu près fait pour nous vendre des jouets. C'est la réalité de l'économie de cette époque. Il y avait les masques, les G.I. Joe, etc. Chacun avait sa collection de jouets qui allait avec. Et donc là, c'était la maison Bandai. Donc on avait la boîte. Donc c'était d'abord les Chevaliers de Bronze qui sont sortis. Vous voyez. Donc le fait qu'il était un Chevalier de Bronze son nom était marqué dans une texture de type bronze. Dans la boîte se trouvait une photo, des photos, description du personnage en dessin animé, avec l'armure sur lui-même et l'armure montée, ainsi que sa devise. Je vous épargne, je vous fais la grâce de vous la lire. Et bien sûr, les précautions d'usage ne conviennent pas à un enfant de moins de 36 mois. Un enfant de 36 mois, c'est un enfant de 2 ans et demi. De 3 ans, pardon. Et je peux vous dire qu'à 3 ans, ça aurait été absolument un vrai carnage. Un enfant qui aurait eu ces jouets-là. Donc, la boîte avait un couvercle qui s'ouvrait afin qu'on puisse rêver sur le personnage dans la boutique. Donc voilà le chevalier du Phénix. Je vais donc maintenant ouvrir la boîte et monter le chevalier. Fabriqué à Hong Kong, déjà à l'époque. Donc en version française, il y a eu différents types de boîtes. Il y a encore à
collectionneur de chevaliers du zodiaque, selon les boîtes, un port américain, un port anglais, un port japonais, plus ceux qui sont jamais sortis en France. Il y a eu des modèles qui ne sont jamais arrivés jusque chez nous. Donc c'était protégé par un plastique transparent afin que les pièces ne se promènent pas. Et donc voilà, le bonhomme. Donc qui était articulé à 100%, ce qui pour l'époque était vraiment pas mal. On pouvait lui ouvrir les mains, lui plier les jambes, le tourner, ce qui permettait de donner des positions au bonhomme assez larges pour pouvoir jouer. Ça c'était sur le papier, parce que comme vous allez vous en rendre compte, les chevaliers du zodiaque étaient plus des jouets faits pour mettre en vitrine que pour jouer avec. Donc voilà, première pièce en métal. Donc la jupe. Voilà. Ensuite, les plastrons en plastique, ceci. Donc le plastron droit qui se mettait comme ceci. Et le plastron gauche, donc en plastique lui également. Ils sont 100% d'époque, il y a des années que je les ai pas montés, donc les jambières. Donc voilà la deuxième jambière. Les avant-bras. Deuxième avant-bras. Et enfin, le casque. Mes doigts étaient plus petits à l'époque, j'avais moins de mal à le sortir. Et derrière, donc, là, normalement, il tenait à peu près debout. Notre ami. Je dis bien à peu près parce que pour les faire tenir debout, c'était en général une assez grande tannée. Voilà. Et donc, pour jouer avec, eh ben, c'était pas évident parce que souvent les pièces se détachaient. Donc, quand on voulait les faire combattre, il fallait un peu beaucoup même d'ailleurs, de précautions. Donc, il avait sa queue du phénix. Qui s'accrochait derrière. La plus petite au milieu, la plus grande derrière. Voilà, vous voyez les pièces qui tombaient. Alors, je vous raconterai après la combine qu'on avait trouvée pour ça. Et voilà, et comme vous pouvez le constater, les queues de phénix le faisaient tomber en arrière. Donc la position de base, hein, c'était à peu près celle-là, avec le bras devant, menaçant au coup de poing. Et toujours ces brasses qui tombaient. Donc voilà pour le chevalier du phénix, qu'on va essayer de garder pas trop loin avant que ne reviennent ces petits camarades. Alors,
je suis un petit peu maniaque. Et alors voici le deuxième chevalier que je vais vous présenter, qui est le chevalier Andromède. Alors en général, j'étais assez soigneux avec mes chevaliers, avec mes boîtes. Je les ai toutes gardées. J'en ai d'autres qui n'ont pas de boîte, mais c'est des échanges que j'ai fait avec des copains d'école à l'époque, contre d'autres jouets. Mais celle-ci a été absolument massacrée, parce que c'est le premier chevalier du Zodiaque que j'ai reçu à Noël. Et j'avais rêvé pendant des mois et des mois d'avoir ce jouet, d'en avoir un, déjà, pouvoir commencer moi aussi une collection. Et c'était des jouets qui étaient quand même assez chers, qu'on avait à Noël ou aux anniversaires. Ils valaient, au début, les tout premiers valaient 130 francs, ce qui vous ferait, bon an, mal an, une vingtaine d'euros à peu près. Mais à l'époque, 20 euros, c'était une somme. C'était une somme par rapport à l'évolution. Et donc, les parents qui n'avaient pas des grands moyens ne pouvaient pas forcément acheter ça. Juste pour une petite récompense. J'avais un ami qui en avait reçu un ou deux après des séances chez le dentiste. J'étais absolument admiratif de ça. Des modèles même encore plus chers, à 40 euros. Personnellement, moi, chez le dentiste, j'avais un petit bonhomme G.I. Joe qui devait tourner dans les 4,50 € et je me considérais déjà très chanceux. Donc, quand j'ai reçu ce chevalier, que la boîte est sortie, enfin que j'ai vu dans le paquet la boîte, je me suis jeté dessus et j'ai dépioté la boîte de manière à obtenir tout de suite le chevalier, sans chercher à comprendre une seule seconde comment on pouvait bien s'ouvrir cette boîte. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous voyez ici, il est en rouge, alors que là, il est en rose, et que dans toute la série, il est en rose. Alors probablement qu'ils ont fait les photos avec un prototype ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un a le chevalier en rouge parmi vous, je pense que c'est un collector qui doit valoir une fortune auprès des collectionneurs. Donc voilà, donc le fameux chevalier Andromède, qui lui ses pieds ont un petit peu souffert. Donc même principe, d'articulation, ils étaient tous faits sur la même base. Et donc ce chevalier s'habillait comme ceci. On va l'habiller. Voilà. Et alors ce chevalier qui était très androgyne avec son armure rose, ses yeux en amande. Il était tellement féminin que les doubleurs français, au tout début de la série, les responsables du doublage, lui ont attribué une voix féminine avec une comédienne pour le doubler. Et ce n'est qu'en avançant dans la série qu'ils se sont rendus compte que les chevaliers féminins de la série portaient des masques. Et donc, sans rien dire, il a retrouvé une voix très masculine. Donc voilà, pièce en métal toujours. Et alors, la chaîne. La fameuse chaîne qu'on lui mettait autour du bras, comme ceci. Alors ça avait fait l'objet d'études en cours de récréation et en mercredi sur la façon la meilleure de mettre la chaîne pour être la plus proche avec le personnage de la série. Et enfin, les épaulières. Donc en plastique.
accroche. Vous voyez, la pâte à fixe UU. Un copain avait trouvé cette idée de les barder sur toutes les articulations de pâte à fixe pour que ça tienne un petit peu plus. Alors le vendeur de journaux qui vendait la pâte à fixe dans notre quartier a dû voir son chiffre d'affaires sérieusement augmenter lorsque notre copain nous a donné la combine, parce qu'évidemment on a tous demandé à nos parents de nous acheter de la pâte à fixe, prétextant que ça allait servir pour l'école afin que ce ne soit pas comptabilisé sur notre argent de poche. Donc voilà, on va essayer de le faire tenir debout. Et le troisième chevalier du zodiaque que je vais vous présenter, c'est un chevalier d'or qui était d'un très grand modèle, donc c'était les modèles à 40 euros, et qui était le chevalier de la balance, et qui était d'une complexité assez phénoménale à monter et quasiment impossible à tous les mettre. Donc on va essayer juste pour que je vous montre un peu comment c'était des jeux de patience. Donc pareil, même principe, histoire derrière, repris en roman photo, l'histoire de l'épisode de la rencontre avec l'armure de ce chevalier, puisque ce chevalier n'était pas dans sa maison. Dans la série, les chevaliers de bronze doivent parcourir 12 maisons tenues par les 12 chevaliers, et lui n'était pas dedans. Évidemment, chaque chevalier quasiment barre la route et combat. Donc comme vous pouvez l'entendre, c'est plein de petites pièces. Je jette un œil à la durée restante de la vidéo. Donc vous voyez des pièces assez basiques. Et des accessoires, puisque ce chevalier avait la particularité de détenir 12 armes, en fait 2 x 6, qui était en fait il était le maître d'armes des autres chevaliers d'or. Les chevaliers d'or étaient censés se servir de ces armes pour leur combat, et c'était lui qui était le gardien. Ceci étant, je les ai jamais vus dans les séries animées ou dans les mangas se servir de ça. Probablement un coup pour nous vendre un chevalier un peu plus onéreux. Ça c'est le côté scotché. Maintenant je sais où il est. Voilà, donc là la boîte accuse un petit peu plus son âge. Donc voilà. Voyez la pâte accroche qui colle carrément au plastique. Donc on va tâcher de décoller ça. Voilà. Donc alors sur ces chevaliers d'or un peu plus onéreux, ils mettaient une petite barre de polystyrène ici. Je sais pas très bien pourquoi, mais ça les amusait. Donc le montage risque d'être un peu chaotique. Donc pareil, le même principe. Alors, donc des pièces toujours en métal doré, ce qui était beaucoup apprécié par les enfants que nous étions. Un petit peu forcé. Donc les dessus des jambières
qui ne tient normalement que par les épaulettes qu'on va remettre dans les trous, et qui a été agrémenté donc de pâte à croche. Ceci dit, la pâte à croche, c'est quand même, à part ça, entre parenthèses, un bon produit, parce que celle-ci a quand même pas de 30 ans. 20-30 ans, j'exagère, mais elle a plus de 20 ans, 25 ans même, donc bonne marque. Il en existait de la bleue aussi pour ceux qui s'en rappellent. Détail absolument inutile. Donc là, qui va nous poser un petit problème, puisque voilà, on remonte dans le temps. Excusez-moi, j'ai eu un petit bruit tout à fait désagréable, assez incontrôlé parce que j'étais en train de me concentrer. Je crois que je reviens en enfance. Voilà, les bras. Et ensuite, maintenant, ce personnage qui est déjà assez harnaché, qui ne tient presque plus debout, et ben on va lui en remettre une couche. Sur chaque bras, il avait des boucliers. Voilà, de la sorte. Donc merci la pataquisse. Deuxième bouclier. Donc là, voilà, vous voyez, et aller les faire se combattre après. Nos jeux à l'époque étaient très basés sur l'oral en fait, comme dans la série. La série, les personnages parlaient beaucoup. Et bien nous aussi, on imitait ce fait de choses, ce qui nous permettait d'éviter d'avoir à les projeter. Alors vous pensiez que sur les bras il y en avait assez, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux et celles qui ne connaissent pas. Eh bien écoutez, non. Ça a quelque chose de bagage surchargé. On va tâcher de terminer rapidement parce que pour l'instant il ne se passe plus grand chose, donc on va essayer d'avancer sur ce personnage. Je pense qu'on va renoncer à tout monter sur le même. Donc vous aviez ici un support qui se mettait dans le dos afin de pouvoir lui mettre un trident qui était du plus bel effet. Donc je vais pas continuer parce que ça va être assez laborieux. Enfin, ça vous donne une idée. Ici se mettaient des épées ou d'autres nunchaku, je ne sais plus très bien. Derrière, oui, des supports à épée justement. Enfin, il avait tout du gladiateur fortuné, ce chevalier. Et alors on va terminer avec le dernier qui était l'évolution en fait. Alors donc qui était celui-ci, qui était la deuxième génération, où là les pièces étaient plus, les chevaliers étaient plus gros, des têtes un peu plus grosses, et les pièces étaient beaucoup moins proéminentes, comme vous le voyez sur les dessins, ce qui permettait de jouer quand même un peu mieux avec, mais bon, c'était pas encore ça quoi. Ils étaient aussi agrémentés de pâte à croche, mais il y avait quand même un mieux par rapport à la première génération, ce qui concernait le jeu. Une petite anecdote, ils ont par la suite continué d'évoluer, ces chevaliers du Zodiaque, on va les remettre devant là pour conclure. Ils ont continué d'évoluer par la suite. Il y a eu des séries, même encore maintenant on peut en retrouver des neufs. Une anecdote, j'allais un jour dans un salon de collectionneurs, et
ce salon, juste à l'entrée, il y avait des jeunes qui avaient près de 10 ou 15 ans de moins que moi, et qui vendaient des nouveaux modèles de chevaliers du Zodiac, entre autres. C'était ce qu'on appelle des geeks, des passionnés de manga et de comics américains, de pop culture. Et arrivé devant ce stand, je regarde ces chevaliers. Il y en avait un qui était monté et je m'aperçois que derrière, en fait, ils avaient appliqué ce principe de pièces rétractables à toutes les pièces, en fait, qu'elles étaient toutes enserrées, comme ceci. Ce qui permettait donc des chevaliers beaucoup mieux ancrés dans leur armure. Et je leur dis que je trouve que c'était un bon progrès, que à mon époque c'était assez problématique de jouer avec, et je leur parle de cette affaire de Patacroche. Mais ces deux jeunes, le visage de ces deux jeunes s'illumine et me disent vous aviez les vintage. Comme si j'avais joué avec les Rolling Stones, ou que j'avais participé à Woodstock, ou enfin quelque chose d'absolument énorme. Et donc là je me suis senti, c'est un premier coup de vieux que j'ai pris quand même. Et je les ai finis entre guillemets en leur disant non, je n'avais pas les vintage, j'ai les vintage puisque je les ai encore. Donc voilà, je vous ai présenté ces 24 chevaliers du Zodiac qui sont une partie de ma collection d'enfants pour cette vidéo de chuchotement ASMR, cette première tentative. J'espère que vous y aurez trouvé de la détente et de la relaxation, que ça vous aura procuré, pourquoi pas, c'est le but, quelques ASMR ou un déjà, et je serais très heureux. Enfin, je serais très heureux déjà si ça en a relaxé quelques-uns parmi vous. Cette petite plongée en enfance. Voilà. J'aimerais remercier des artistes ASMR qui m'ont donné vraiment des grands moments de détente. Ce sera essentiellement de jeunes femmes. La première est, je pense, connue de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Il s'agit de la plus productive et sympathique à mon goût, mais c'est personnel, des artistes ASMR francophones, puisqu'il s'agit d'Amandine Leloup. Donc je lui adresse un salut et un remerciement pour toutes les belles vidéos qu'elle fait, les sujets qu'elle aborde. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié sa vidéo sur l'Atlantide de chuchotement, et toutes les belles orientations de vie positive qu'elle nous donne au travers de ses vidéos ASMR. C'est elle qui m'a vraiment donné l'envie, moi aussi, de m'y mettre. Et une autre artiste qui est pour celle-là anglophone, qui est Lilium, The One Lilium, qui doit être connue, je pense, de tous les anglophones qui vont écouter cette vidéo, qui elle aussi m'a vraiment procuré des grands instants de détente. La liste n'est pas exhaustive, j'ai écouté beaucoup d'autres vidéos d'ASMR, mais ces deux-là ont vraiment marqué mon attention, c'est celle auquel je réagis certainement le plus. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires, des remarques, c'est un début, une première, donc tout ceci n'est certainement pas parfait. J'ai essayé vraiment de faire au mieux pour cette première vidéo qui était, je vous l'avoue, quelque peu stressante de se lancer. Je vous souhaite, si vous avez écouté cette vidéo, une excellente et douce nuit. J'espère que vous ferez de beaux rêves. Et si vous l'avez écouté dans un moment de détente dans la journée, de retourner plus reposé à vos activités.